Il était le monsieur parfait d'Hollywood. Mais dans son étonnante autobiographie posthume, la star fait face à ses problèmes d'alcool, à ses échecs paternels, et révèle le secret de son sex-appeal. Nous parlons à sa fille des révélations. Robert Redford était le joli, James Dean était le tragique, Steve McQueen était le robuste et Marlon Brando était le sauvage. Mais Paul Newman était le parfait. Belle mais aussi masculine, avec une si jolie surface qui avait des profondeurs évidentes en dessous. Il était aussi doué pour jouer le dur qu'il l'était en termes de vulnérabilité émotionnelle, et personne n'avait un charisme d'écran plus instantané et impossible à détourner. En plus de tout cela, son mariage de 50 ans avec Joanne Woodward était notoirement heureux et sa philanthropie était si extraordinaire qu'à sa mort, The Economist a écrit qu'il était « l'individu le plus généreux, par rapport à ses revenus, au XXe siècle. » Histoire des États-Unis. Comme je l'ai dit, parfait. Ainsi, lorsque la nouvelle est apparue selon laquelle un mémoire inédit, autrefois considéré comme perdu, avait été découvert par la famille de Newman et serait révélateur et surprenant, les fans se sont préparés au pire. Devons-nous subir les histoires de Paul Newman, agresseur de petits animaux? Paul Newman, l'adorateur du diable? Tous les héros doivent-ils tomber? Mais Paul Newman, la vie extraordinaire d'un homme ordinaire ne fait que redorer sa réputation. Non pas parce qu'il vante ses actes glorieux, en fait, il les mentionne à peine, mais parce que cet homme autrefois très privé révèle une grande partie de sa personnalité fascinante et jamais décevante. Il se remettait constamment en question, se sentait coupable du passé, profondément amoureux de sa femme et tentait d'apprendre de ses erreurs. Humain, en d'autres termes, mais en mieux. L'un de mes passages préférés, typique dans sa conscience de soi, est celui où il décrit à quel point il a mal géré ses enfants de son premier mariage, Scott, Suzanne et Stephanie, lorsqu'il a quitté leur mère, Jackie Vitt, pour Woodward. Ce que j'ai fait, je n'avais tout simplement pas de cours. Je ne les ai pas pris à part et je ne les ai pas réconfortés par des explications, certainement pas d'une manière qu'ils comprendraient. Non pas parce que je ne le ferais pas, mais parce que je n'ai pas vraiment compris. Clea Newman Sutherland est la plus jeune des trois filles de Newman et Woodward et, comme ses sœurs aînées Nell et Lissy, elle a les yeux bleus vifs de son père, un cadeau d'héritage. L'une des plus grandes surprises pour moi lorsque nous avons trouvé les transcriptions a été à quel point il était dur avec lui-même. C'est difficile à lire pour n'importe quel enfant et ce n'est pas comme ça que je le voyais, me dit Sutherland depuis sa maison dans le Connecticut. Elle se souvient clairement des longues conversations que son père a eues au milieu des années 1980 avec son ami proche Stewart Stern, le scénariste de Rebel Without a Cause, qu'il comptait transformer en mémoire. Newman a également demandé à Stern d'interviewer ceux qui le connaissaient le mieux, y compris ses épouses et de nombreuses personnes avec qui il a travaillé, comme Elia Kazan, Sidney Lumet, Tom Cruise et George Royle, afin que le livre donne une image complète et vraie de lui. Point. Ce processus était vraiment comme une thérapie pour lui, et j'en ai profité dans les années qui ont suivi, car, même si personne n'est parfait, il était vraiment merveilleux d'être avec lui. Tellement présent, présent pour tout. Il savait que ce travail était important et il a utilisé les leçons qu'il en avait tirées, explique Sutherland. Les transcriptions des entretiens ont cependant été égarées et lorsque Newman est décédé en 2008, suivi de Stern en 2015, le projet semblait perdu à jamais, jusqu'à ce que les pages soient retrouvées soigneusement classées dans un cabinet de la maison de Newman et Woodward. Newman avait stipulé dans son testament que ses enfants avaient la permission de publier une biographie de lui, donc publier les mémoires perdues, estimait-il, suivait ses souhaits. Il voulait que tout soit diffusé, explique Sutherland. Pour ses enfants, Newman était comme Superman. Mais dans son livre, il oppose l'image divine que les gens avaient avec celui qu'il était à l'intérieur, inexploré, inconfortable et inconnu. Il décrit ses problèmes d'alcool et la douleur qu'il ressentait à cause de l'antisémitisme, car son père était juif. Lorsque sa carrière d'acteur décollait, on lui a suggéré de rendre son nom moins juif, comme l'ont fait de nombreux autres acteurs, de Kirk Douglas à Tony Curtis. Mais Newman a refusé. Cela me semblait plutôt un défi de garder mon vrai nom, d'insister sur celui-ci comme un signe,
écrit-il. C'était typique de papa, choisir est l'option la plus difficile et ensuite travailler pour la surmonter, dit Sutherland. Après avoir servi dans l'U-Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, Newman s'est rendu au célèbre Actors Studio de New York, où il a appris aux côtés de James Dean, Ben Gazzara et Julie Harris. J'étais dans leur monde mais je n'en faisais certainement pas partie, écrit-il. Dean l'a taquiné lorsque le premier film de Newman, The Silver Chalice, a échoué et que le premier film de Dean, East of Eden, a été un triomphe. Après la mort de Dean, Newman a reçu le rôle de Dean dans Somebody Up There Likes Me, qui est devenu sa grande chance. Je sais que certaines personnes attribuent mes avancées professionnelles à la mort de Jimmy. Oui, il y a eu des éléments de chance, écrit-il, même s'il ajoute que, la moitié d'entre lui, pense qu'il aurait réussi de toute façon. Mais seulement la moitié. Newman épousa vite en 1949 mais en 1953 il rencontra Woodward. L'attraction a été instantanée et il attribue à Woodward le mérite de lui avoir donné du sex appeal à l'écran. Joan a donné naissance à une créature sexuelle. Je suis simplement une créature de son invention, écrit-il, et décrit comment ils ont laissé une trace de désir partout où ils allaient. Finalement, il quitta vite et épousa Woodward en 1958. Dans l'une des parties les plus mémorables du livre, Newman décrit son retour à la maison et la découverte de Woodward debout dans une pièce fraîchement repeinte avec un lit double. Je l'appelle le fuck-ut, a-t-elle dit fièrement, écrit Newman avec un plaisir palpable. Leurs enfants connaissaient-ils le fuck-ut? Non, dit Sutherland avec une pause puis un sourire. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, allez maman. Leur passion l'une pour l'autre n'a jamais été cachée, dit-elle. Pour accéder à leur chambre, ils avaient une porte en bois ordinaire, puis une porte très épaisse, toutes deux verrouillées de l'intérieur, dit-elle en riant. C'était une relation très sexy. Ce n'était pas un conte de fées, mais il était vraiment très amoureux de maman. Peu de temps avant la mort de Newman, alors qu'il suivait une chimiothérapie pour un cancer du poumon, Sutherland est sorti dîner avec ses parents. Ensuite, elle leur a proposé de les accompagner jusqu'à leur voiture sous la pluie. Mais mon père a agité la main, du genre, j'ai compris. Je les ai regardés se diriger vers la voiture, lui avec son bras autour du dos de maman et tenant le parapluie au-dessus de sa tête, puis lui ouvrir la voiture. Et pourtant, il était si malade. C'était une telle juxtaposition entre les horreurs de vieillir mais aussi les merveilles d'être vieux et d'avoir une relation comme celle-là, dit-elle. Il avait 83 ans lorsqu'il est décédé. Woodward, 92 ans, vit toujours dans leur maison du Connecticut, mais souffre de la maladie des Alzheimer depuis plusieurs années. Perdre papa l'a terrassé. Le monde s'est alors arrêté pour elle. Je me souviens d'être allé à un événement avec elle à New York peu après le décès de mon père, et les gens se pressaient autour d'elle, se souciant d'elle, mais elle a commencé à avoir peur. J'étais là, mon mari était là, mais ce n'était pas pareil, parce qu'il n'était pas là, dit Sutherland. Newman a eu, à tout point de vue, une belle vie, mais qui portait également une profonde cicatrice. En 1978, son fils Scott, qui luttait contre la drogue depuis des années, est décédé d'une overdose à l'âge de 28 ans. Je veux en assumer la responsabilité. Qu'aurait-il fallu pour éviter cela? Je ne pense pas que j'aurais pu faire du cinéma et devenir une star de cinéma. Je n'aurais pas pu boire. Je n'aurais pas pu prendre de risques. Je pense que cela me suffit pour le dire maintenant, écrit-il. Newman est loin d'être la seule star de cinéma à avoir perdu un fils à cause d'une overdose ou d'un suicide. De son époque seulement, il y avait aussi Clint Eastwood, Gregory Peck, Louis Jourdan et Kirk Douglas. Papa avait raison. Grandir avec des parents artistes et très connus n'est pas la chose la plus facile au monde. Il y a de grands avantages, mais aussi d'autres très médiocres. Los Angeles dans les années 60 et 70 était également un endroit plutôt imprudent. Il y avait tous ces médicaments facilement disponibles, et les parents appartenaient à une génération qui n'y comprenait rien du tout, explique Sutherland. Newman a canalisé son chagrin en fondant le Scott Newman Center, dédié à la prévention de l'abus de drogue.
énumérer toutes ses activités philanthropiques, notamment les célèbres sauces à spaghetti et vinaigrette, prendrait un journal entier. Soderlund est toujours l'ambassadeur de Serious Fun, le réseau de camps d'été de Newman pour les enfants gravement malades. En raison de l'efficacité de ses efforts et du montant d'argent qu'il a donné, il a changé la façon dont beaucoup de gens percevaient la philanthropie des célébrités, bien qu'il minimise cela dans ses mémoires. La chose la plus simple que je puisse faire, franchement, est de donner de l'argent. Il écrit. L'un des seuls regrets de Newman lorsqu'il a réalisé que son cancer était en phase terminale était qu'il voulait toujours faire tant de choses pour améliorer le monde. Il n'était tout simplement pas prêt à partir, dit Soderlund en pleurant maintenant.